Podcast Up, le rendez-vous qui fait du bien à votre TPE-PME, en partenariat avec Duno. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Podcast Up, l'émission qui fait du bien à votre TPE-PME, en partenariat avec Duno et le groupe Up qui vous propose des solutions exonérées qui augmentent la vitalité de votre entreprise et le bien-être de vos collaborateurs. Vous le savez, les réseaux sociaux sont omniprésents dans notre quotidien, mais il y en a tellement qu'il faut choisir. Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, etc., etc. Selon la cible, selon sa trésorerie, selon son message, c'est toutes les questions. Comment s'en servir? Quels sont justement les 7 conseils pour bien choisir les bons réseaux sociaux? C'est ce que nous allons voir en compagnie de Valérie Marc, notre experte réseaux sociaux et auteure chez Duno, bien sûr, du livre Comment développer votre activité grâce aux médias sociaux. C'est la 3e édition. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Richard. Alors, on peut dire, je crois aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est clair, c'est même plus un sujet, sont incontournables pour les TPE-PME. Alors oui, même si j'aime pas les injonctions, mais effectivement, ce serait dommage de se priver de cette opportunité de communiquer et avec vos clients et potentiellement avec vos prospects. Donc on va voir. La question que vous posez, elle est quand même centrale à l'action en fait d'une TPE-PME sur les réseaux sociaux, parce que l'enjeu en fait sur les réseaux sociaux, c'est pas de créer l'espace, ça se fait toujours en quelques minutes. En revanche, à partir du moment où on a créé une présence sur un réseau social, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, peu importe, il va falloir publier régulièrement selon les codes du réseau social que l'on aura choisi, et il va falloir recruter des abonnés. Donc, ouvrir un espace sur l'un de ces réseaux sociaux, c'est pas un acte neutre. Oui. Ça va être un acte impliquant, et c'est pour ça qu'il faut effectivement être clair sur un certain nombre de choses avant de choisir un espace dans lequel on va s'investir, parce qu'on a en général assez peu de temps à y consacrer en fait. Là, on est dans une vraie stratégie d'entreprise, c'est-à-dire à la fois stratégie commerciale, stratégie de communication. Alors effectivement, les réseaux sociaux sont des outils de communication, mais qui peuvent servir différents objectifs de l'entreprise. Donc quand on se pose la question de où aller, quels sont les réseaux sociaux que je vais utiliser, les 2 premières questions qu'on va se poser, c'est d'abord pour faire quoi, donc quel est mon objectif vis-à-vis de quelle cible. Parce qu'en fonction de ces deux questions, en fait, on va déjà pouvoir orienter et choisir, enfin limiter d'une certaine manière, réduire le champ des possibles. Bien sûr. Donc par exemple ma cible, là bon, je pense que nos auditeurs vont rien apprendre, mais si je m'adresse aux entreprises, je vais plutôt recourir à LinkedIn parce que c'est le réseau social professionnel. Attention, si je m'adresse à des professionnels, donc des toutes petites entreprises, selon le profil de la petite entreprise, ça peut être LinkedIn comme ça peut être Facebook. Donc c'est pour ça que la question de la cible est pertinente, ça a été importante. Si je m'adresse par exemple à des professionnels du BTP, Facebook sera plus pertinent que ne le sera LinkedIn, à titre d'exemple. Et puis bien évidemment, si je m'adresse à une cible grand public, on va avoir le choix entre notamment Facebook et Instagram dans les 2 réseaux sociaux majeurs en fait. Oui, bien sûr. Est-ce que on compte les YouTube, les Pinterest, tout ça, ça va avec? Ou est-ce que alors pour moi YouTube, on va le placer un petit peu à part parce que pour moi YouTube va être utile pour toute entreprise qui développe du contenu vidéo. Oui, donc, quelle que soit son activité. Donc concrètement, je me pose pas de questions métaphysiques. Si j'ai du contenu vidéo à héberger quelque part, je vais penser à YouTube. D'accord. Donc ça, pour moi, c'est hors champ parce que je peux utiliser YouTube comme un simple outil de partage de vidéos. Okay. Quelle que soit ma cible, mon objectif, etc. Bien sûr. Donc ça, là clairement, YouTube, je l'utilise si j'ai du contenu vidéo à héberger, tout simplement. Très bien. Voilà. Alors du coup, je vais vous lancer sur les 7 conseils alors. Voilà, donc le premier conseil, donc ça rejoint les 2 questions qu'on vient de se poser, c'est je vais choisir les réseaux sociaux qui sont utilisés par mes cibles prioritaires. Donc, il faut que je clarifie clairement quelles sont mes cibles prioritaires. Ça, c'est vraiment le premier point. Et on a vu les différentes typologies, les différents réseaux sociaux pour adresser différentes cibles. Juste pour finir sur la cible grand public, en fonction de l'âge de ma cible, Facebook, on est un petit peu
tout public avec plutôt un focus au-delà de 30-35 ans. Oui. Instagram, on a maintenant une cible large. Hein. Vous avez une vingtaine de millions d'utilisateurs actifs d'Instagram en France. Donc on a largement explosé le plafond des adolescents. Hein. Donc on est sur un public adolescent, jeune adulte, facilement jusqu'à 35 ans en fait sur Instagram. Voilà. Et ensuite, effectivement, quand vous allez sur une cible très adolescente, on va être sur TikTok, Snapchat. D'accord, en plus d'Instagram. Donc, on voit bien que là, la première question que l'on va se poser, c'est quelle est ma cible et quels sont les réseaux sociaux privilégiés par ma cible. Et attention, quand on pose cette question-là, c'est pas les réseaux sociaux sur lesquels ils sont présents, ce sont les réseaux sociaux sur lesquels ils sont actifs, donc sur lesquels ils vont régulièrement. Oui, c'est pas la même chose. Et c'est pas la même chose. Donc ça veut dire que si vous faites des enquêtes qualité, par exemple, auprès de vos clients, et que vous voulez leur poser une question autour de leur usage des réseaux sociaux, la vraie question, c'est ceux sur lesquels vous êtes actifs, si pas quotidiennement, au moins de manière hebdomadaire. D'accord, c'est ça qu'on essaye de voir, et c'est ce qui va nous permettre de choisir les réseaux sociaux les plus adaptés. Donc ça, c'est le premier point, la cible. Deuxième point, bien définir l'objectif que l'on a pour chacune de nos cibles. D'accord, donc on va retrouver nos objectifs de communication assez traditionnels, hein, l'image, la notoriété et faire passer à l'action. Donc faire aimer, faire connaître, faire agir. Oui. D'accord, donc notre éthique et la base. Oui, on revient aux fondamentaux de la communication. Il est de manière générale, on va pas se cacher derrière notre petit doigt, tout ce qui est image, notoriété va être plus facile entre guillemets à atteindre comme objectif qu'un objectif de commerce, même si on cherche tous à augmenter notre chiffre d'affaires. Ah, j'aurais cru l'inverse, c'est curieux parce qu'on voit tellement de pubs. Ouais, alors voilà. Donc là, on parle quand on parle d'une présence organique de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Donc j'ai ma page Facebook, j'ai ma page LinkedIn, j'ai mon compte Twitter. Il va être plus facile de faire de l'image et de la notoriété par ce biais-là. Il va être extrêmement difficile de faire transacter sur mon site internet, par exemple, par ce biais-là. D'accord. En revanche, si je suis prêt à acheter de la publicité, évidemment, ces plateformes ont mis en place des solutions publicitaires qui me permettent d'abord de servir des messages publicitaires à la bonne audience pour les ramener sur mon site de e-commerce, par exemple. Donc, vous voyez, là, on a deux manières différentes d'utiliser un réseau social. La manière, établir en fait sa présence sur ce réseau social. Et là, on sera souvent sur un objectif d'image et de notoriété, et même on va modérer un peu ce propos. Oui. En revanche, si on est prêt à acheter de la publicité, bon, ben là, on peut se donner un objectif qui sera un objectif plus commercial. D'accord. Alors, pourquoi je veux même modérer l'aspect image-notoriété ? Par exemple, sur Facebook et Instagram en organique, donc simplement par la présence de la marque, on sera prioritairement sur ces objectifs-là. C'est pas la peine de se donner un objectif marchand. Donc, effectivement, on va pouvoir ramener des clients en magasin, mais parce qu'on est connu. D'accord. Donc mais comme dans la vraie vie. Hein. On crée une communauté. On crée une communauté, on fidélise ses clients. D'accord. On fidélise ses clients de manière à ce qu'eux-mêmes puissent faire caisse de résonance en fait de notre communication, parce que ça peut se produire sur les réseaux sociaux. Le bouche à oreille. Il nous aide évidemment, c'est le bouche à oreille social en fait, sur les réseaux sociaux numériques, pardon. Voilà, tout à fait. Donc ça peut se produire. Juste à garder à l'esprit également, il y a quand même quelques réseaux sociaux, quelques médias sociaux et notamment Pinterest, qui eux pour le coup, et c'est ce qui a fait la renommée en fait de Pinterest. Pinterest, comme les utilisateurs de Pinterest fonctionnent souvent en mode projet, c'est-à-dire qu'ils ont le projet de faire quelque chose. Quand vous êtes actif sur Pinterest, que les pages de votre site internet ou les photos de vos pages de site internet sont partagées, ça peut générer une partie intéressante du trafic du site. D'accord. Donc Pinterest, c'est l'une des rares exceptions de réseau social qui, lui, pour le coup,
comme Twitter l'a été à son heure, peuvent être de bons drivers, en fait, de bons générateurs de trafic vers un site internet. On peut peut-être rappeler ce que c'est que Pinterest, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Moi, par exemple, j'essaye d'être utilisateur, mais j'y comprends rien, par exemple. Ouais, alors Pinterest, l'idée de Pinterest, l'idée initiale, c'était de nous aider. Quand vous regardez les réseaux sociaux, quand vous regardez Internet, vous pouvez très bien être dans une logique de j'ai à refaire la chambre du petit et je cherche des idées sur Internet. Tout à fait ce que j'ai cherché. Voilà, exactement. Et donc du coup, vous allez trouver une photo inspirante sur un site, une autre photo sur un autre site. Et l'idée de Pinterest, elle est venue un petit peu de ça, c'est-à-dire ça nous permet, c'est un outil qui permet de mettre à un seul endroit des photos qui nous intéressent autour d'une thématique qui est importante pour nous. D'accord. Donc c'est pour ça que les thématiques qui sont historiquement phares sur Pinterest, ça va être la décoration, ça peut être la mode, ça peut être les loisirs créatifs, voilà, parce que là on est en mode, ça peut être les voyages, parce qu'on est en mode projet en fait quand on fait ces activités-là. Bien sûr. Alors maintenant Pinterest c'est une formidable base de données d'images inspirantes, donc c'est un outil d'inspiration. D'ailleurs, parler à un architecte d'intérieur, Pinterest c'est un outil de travail pour eux en fait. Ok. D'accord. Et donc en fait, en tant qu'utilisateur, je vais aussi trouver des épingles qui vont, puisque c'est comme ça que s'appellent les photos sur Pinterest, qui vont m'inspirer. Je vais pouvoir les sauvegarder en fait dans des albums. D'accord. C'est ça l'utilisation. Et évidemment, en 2 clics, je me retrouve sur le site dont est issue la photo. Donc quand on parlait tout à l'heure en fait de génération de trafic entrant sur un site internet à partir de Pinterest, la génération de trafic se fait comme ça. Okay. Je vois une photo qui m'inspire avec un fauteuil que je trouve intéressant. En 2 clics, je vais me retrouver sur le site de commerce sur lequel je peux l'acheter. J'ai compris. Et vous avez des outils de reconnaissance visuelle dans Pinterest qui sont remarquables. En fait. Donc qui aident aussi déjà à fidéliser en fait l'audience. Donc les gens qui utilisent beaucoup Pinterest, vous nous en parlez pendant des heures en fait, parce que c'est un véritable outil pour eux. En fait. Donc ça c'est ce deuxième point clé qui est important quand on définit sa stratégie médias sociaux, c'est quel est l'objectif que je veux poursuivre. Le 3e critère qui va jouer, c'est qu'est-ce que je suis prêt à faire. Si je dis en fonction de ma cible et mon objectif qu'Instagram c'est vraiment un bon outil, mais que j'ai horreur de prendre des photos, je suis pas douée pour ça, ça va être compliqué. Évidemment. Voilà. Si LinkedIn est important, mais j'aime pas écrire, je me sens pas légitime pour partager des informations sur une expertise quelconque, ça va être plus limité. Donc la prise en compte de qui on est et de nos points forts en tant que communicant est importante aussi dans la prise de décision. Bien sûr. Voilà. Donc ça c'est vraiment le 3e point, qu'est-ce que je suis prêt à faire. Le 4e point, c'est est-ce que je suis prêt à faire de l'achat média ou pas. Est-ce que je suis prêt à réserver un budget de communication sur les réseaux sociaux ou pas. Alors pourquoi je vous en parle ? Parce que très concrètement, si parmi nos auditeurs, certains veulent utiliser Facebook, ce qui est logique, puisque je crois qu'on est à 40 millions d'utilisateurs actifs de Facebook en France maintenant, sur 66 millions de Français, ça fait quand même beaucoup de monde. Voilà. Très concrètement, Facebook, sans faire d'achat publicitaire, ne va pas nous servir à grand-chose. D'accord. Donc Facebook, on est vraiment dans ce qu'on appelle maintenant le pay per play. Si je veux jouer, il va falloir que je paye. Donc il va falloir réserver un peu d'espace publicitaire, enfin faire de l'achat publicitaire pour vraiment faire exister nos publications. D'accord. Est-ce qu'il y a un prix alors comment ça se passe? C'est au contact? Est-ce que c'est des sortes d'enchères? C'était pas très clair il y a quelques années. Oui, alors concrètement sur Facebook, la plupart du temps vous allez acheter ce qu'on appelle au CPM, au coût par 1000 impressions. Donc 1000 fois où votre publicité s'affiche en fait sur un écran. Et en fait, il est tout à fait possible de faire des micro-campagnes en fait sur Facebook avec quelques euros par jour. Vous pouvez tout à fait sponsoriser une publication sur une cible extrêmement précise. D'accord. Donc,
sur l'année, on n'est pas forcément sur des budgets considérables. Si on veut avoir de l'impact, il faut être très fin dans nos ciblages en fait. Donc c'est comme toujours sur les réseaux sociaux, si j'ai un petit budget, je vais devoir compenser ce petit budget par du jus de cerveau et de l'investissement personnel, donc du temps. Et si j'ai des budgets plus importants, je vais être peut-être un peu moins discriminant dans ma cible et je vais pouvoir arroser un petit peu plus large en fait. D'accord. Et ça va me prendre moins de temps à paramétrer. Est-ce qu'il y a des codes de publicité justement? Est-ce qu'il vaut mieux de la vidéo? Est-ce qu'il vaut mieux du texte? Alors on sera toujours sur de l'image et il faut tester après. Ouais. Du texte non, du texte pur non, mais il faudra toujours avoir un visuel impactant ou une vidéo impactante. Et après il faut tester. La vidéo est pas obligatoire du tout sur les publicités parce que la vidéo fait peur en fait en termes de production et à raison. Oui, ça coûte cher. Ça coûte cher. On peut tout à fait être sur un visuel complètement impactant avec un message d'accompagnement qui l'est tout autant. Et après il va falloir tester et surtout en fait là où on gagne le jeu sur Facebook, c'est dans la finesse du ciblage, bien définir sa cible. Bien sûr. Voilà. Et donc du coup, ce qui va être important aussi, c'est de très bien connaître son audience. Donc ses clients. En fait, c'est ça le point important. Bon. Donc ça, c'était notre 4e critère. 5e critère qui n'est pas négligeable, c'est est-ce que spontanément j'aime ce média. Moi, quand j'ai des gens en formation qui me disent oh là là, mais je vais sur Instagram, moi ça me convient pas du tout parce qu'en fait l'image projetée de X, Y ou Z, c'est que des beautiful people et je m'y reconnais pas, ils y vont pas, faut pas y aller en fait. D'accord. Et d'autres à contrario me diront moi j'adore Instagram, je préfère Instagram à Facebook parce que justement c'est plus communautaire, je m'y retrouve bien, j'ai plus d'interaction avec les gens. Okay. Et vous voyez que là, on est sur du je m'y sens bien ou je ne m'y sens pas bien. Il faut qu'on se reconnaisse. Voilà. Quoi. Il faut qu'on se reconnaisse. Il faut qu'on ait une appétence en fait pour le média. Et Twitter, c'est la même chose. Vous avez certaines personnes qui vont sur Twitter, c'est complètement polarisant, ils s'y retrouvent pas du tout, et d'autres qui trouvent ça génial. Donc c'est vraiment ce 5e point qui est est-ce que spontanément j'aime le média. C'est un point qu'il faut pas négliger là encore, parce qu'il va falloir qu'on investisse du temps en fait pour animer cet espace et qu'on comprenne rapidement les codes. D'accord. Et en plus, souvent, pour monter, recruter des abonnés, il va falloir interagir avec les autres. Donc, si on est dans un espace dans lequel on ne se sent pas à l'aise pour interagir, on sera beaucoup moins efficace et en fait, notre impact va s'en ressentir également. En fait. C'est logique. Voilà. Le 6e critère qui peut nous aider, c'est est-ce que j'aime créer le contenu. D'accord. Ça, c'est primordial en fait. Exactement. C'est vraiment primordial. C'est vraiment important. Ça veut dire que si je n'aime pas le faire, est-ce que je peux le déléguer à quelqu'un en interne? Et si la réponse est non et non, c'est pas la peine d'y aller. Toujours pareil. Oui, bien sûr. D'accord. Donc sur Twitter, il faut savoir faire du texte impactant court. Sur LinkedIn, il faut savoir faire du texte impactant long et raconter, en fait, partager beaucoup d'opinions, interagir avec la communauté, apporter des commentaires. Moi, si ça c'est pas mon truc, je vais être moins efficace là encore. Oui, c'est logique. Mais est-ce qu'une entreprise, une TPE-PME, pourrait s'en sortir avec la réponse non? Est-ce que malgré tout, elle peut réussir à vendre en oubliant les réseaux sociaux? Alors, on peut toujours, parce que certaines entreprises le font. Les réseaux sociaux, c'est juste un outil additionnel. Alors, pour les entreprises qui sont en B2B, parfois l'entreprise va pas être très efficace en tant qu'entreprise, donc la communication corporate va pas être très 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 bien faite en fait sur LinkedIn. Ouais. En revanche, on peut très bien avoir ou bien un dirigeant qui lui a un réseau énorme sur LinkedIn et qui va l'utiliser pour développer son entreprise. En tant que personne. Oui. En tant que personne. D'accord. Et ça, c'est une stratégie qui est complètement efficace. Ou bien, ou des commerciaux ou quelques commerciaux qui, eux, ont très bien compris l'utilité de LinkedIn. Donc, ils vont animer à partir de leur propre profil, là aussi, pour développer leur business. D'accord. Oui, quand on dit que ces collaborateurs sont les premiers développeurs, finalement, ou les premiers vendeurs, c'est vraiment typiquement le cas, en fait. Ben, en B2B, en fait, dans toutes les entreprises, y compris celles qui se sentent un peu en retard sur l'utilisation de LinkedIn pour développer leur business, on a toujours
toujours quelqu'un en interne, souvent proche de la fonction commerciale, qui l'utilise. D'accord. Toujours. Et alors, j'ai jamais vu d'exception en fait. question subsidiaire du coup à ça quand même, pour les DIRCOM qui écouteraient, mais est-ce que les messages justement qui sortent, parce que c'est pas neutre, qui sortiraient, qui ne sont pas des messages officiels en fait, mais qui parlent de l'entreprise, est-ce qu'ils doivent être visés par la DIRCOM ? Alors, le visé par la DIRCOM, moi, c'est pas ce que je recommande. En tout cas, je ne recommande pas l'autorisation préalable de la DIRCOM pour pouvoir émettre quelque chose, parce que ça, c'est un frein considérable à la production au partage de publications par les collaborateurs. Ouais. En revanche, ce qui fonctionne très bien, c'est la DIRCOM fait un audit préliminaire de ce qui existe déjà, identifie et les opportunités et les menaces. Oui. Donc les territoires d'expression qui sont inadéquats, et alors souvent c'est parce que le collaborateur se rend pas compte de ce qu'il fait en fait, tout simplement, ou des conséquences de ce qu'il fait. Et à contrario, en faisant cet audit, souvent on découvre des pépites en fait. On se rend compte qu'il y a des choses très bien qui sont faites. Wow. Et donc à partir de ce diagnostic préliminaire, eh bien en fait on va encourager. Alors ça peut être par de la formation, ça peut être par de l'accompagnement, ça peut être par une charte des médias sociaux, tous ces sujets sont pas, tous ces leviers ne sont pas mutuellement exclusifs, évidemment. Donc on va à travers ces leviers-là encourager les collaborateurs à aller plus loin, à le faire davantage, parce que concrètement le sens de l'histoire à l'heure actuelle, c'est qu'on se rend compte qu'il y a plus d'opportunités à saisir par l'expression des collaborateurs que de menaces. Oui. Donc les menaces existent, mais voilà, les menaces existent, mais plus on prend en main le sujet, plus on éduque, plus on observe, plus on fait de renforcement positif, plus on réajuste quand il y a des petits dérapages, et mieux l'entreprise se porte en fait. Ouais. Il faut quand même pas oublier que dans ces cas-là, on parle au nom de l'entreprise quand même. Hein. Alors oui et non. C'est ça le point qui est un petit peu ambigu, c'est que le profil LinkedIn du collaborateur lui appartient. Ouais. Donc concrètement, on parle pas au nom de l'entreprise puisqu'on parle en notre nom, mais évidemment, on renvoie une photo de l'entreprise. D'accord. Donc il y a effectivement, mais c'est pour ça que ce qui est important, c'est de faire un diagnostic préalable pour voir ce qui se passe à l'heure actuelle. D'accord. Parce que souvent, il y a beaucoup de craintes quand l'entreprise n'a pas été active, quand la direction marketing communication n'a pas forcément encore pris le problème en main, enfin le sujet en main. Bah, très concrètement, il y a des craintes qui sont pas toujours fondées sur une réalité. Donc on craint beaucoup les dérapages, mais parfois il y en a très peu en fait. On se rend compte qu'il y a assez peu de choses. D'accord. Il faut vraiment diagnostiquer préalablement en fait. Dernier conseil. Et le dernier conseil, de combien de temps est-ce que je dispose ? Par jour, vous voulez dire par jour ou par semaine, mais concrètement, parce que si j'ai peu de temps, déjà la première chose que je vais faire, c'est que je vais pas multiplier la présence. Donc je vais choisir un réseau social qui sera un réseau social prioritaire. Et pour moi, un réseau social prioritaire, c'est un réseau social que l'on anime avec le bon niveau de régularité. Donc un Twitter, ça va être plusieurs fois par jour. Un LinkedIn, Facebook, Instagram, ça peut être plusieurs fois par semaine. Oui. D'accord, mais il faut quand même avoir cette régularité. D'accord. Donc, un réseau prioritaire, c'est ça, la bonne régularité, en adoptant les bons codes de publication. Et c'est un média sur lequel je vais accepter d'avoir un objectif. Comment est-ce qu'on peut... Où je vais me donner mon propre objectif. C'est-à-dire, je voudrais que 50 personnes mettent un like ou qu'il y ait 12 réponses. Alors, effectivement, vous avez raison de mentionner ça, puisque maintenant sur les réseaux... Alors, pendant très longtemps, les réseaux sociaux, le premier objectif qu'on se donnait, c'était en termes de taille de la communauté. Oui. Parce que ça me permettait de me comparer à mes concurrents. Et ça me paraissait être tangible. Ce n'est plus du tout en fait la métrique que l'on regarde prioritairement maintenant. Pour deux raisons. Il y a eu suffisamment de scandales d'achats de fans, d'abonnés, etc. en tout genre pour qu'on sache que parfois ce chiffre-là est un petit peu pipeau quand même. Ouais. Ça c'est le premier point.
Et deuxième point, en fait, quand vous avez des communautés qui commencent à être très importantes, elles sont plus difficiles à engager. Donc, il est plus difficile d'obtenir de notre audience un engagement de qualité, donc des likes, des commentaires, des partages, des clics, pour faire simple, et des enregistrements, puisque c'est ce que l'on regarde maintenant. Donc concrètement, il est beaucoup plus efficace maintenant d'avoir une communauté de taille plus ramassée, en fait, plus modeste, mais très engagée. C'est ça. Donc, plutôt que d'avoir une communauté dans laquelle on commence à avoir un peu du hors cible, en fait, des gens qui nous connaissent peu ou qui nous apprécient peu et qui vont être assez peu réactifs en fait sur nos publications. Un peu comme dans une boutique, il vaut mieux qu'il y ait des gens qui viennent acheter plutôt que des simples visiteurs. Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça en fait. Très bien. Donc voilà un peu nos sept critères en fait pour définir les réseaux sociaux sur lesquels le réseau social ou les réseaux sociaux et les médias sociaux sur lesquels je veux m'investir. Je pense qu'on a de quoi faire. Encore une fois, vous avez été formidable. Petite dernière question subsidiaire. Les petits nouveaux qui sont arrivés, on en a parlé rapidement, la TikTok et Clubhouse qui est le tout dernier à ce jour. Qu'est-ce qu'il faut en penser? TikTok avec le nombre de fautes d'orthographe où certains font même des fautes à l'oral qui quand même il faut quand même le faire. C'est quand même une cible très jeune. Est-ce que c'est un média sur lequel aller? J'ai vu des publicités là-dessus. Voilà, donc alors c'est toujours pareil en fait quand on regarde les réseaux sociaux, on a pour simplifier, on a 3 manières de les utiliser. En tant qu'entreprise, on a 3 manières de les utiliser et je vais l'illustrer avec TikTok. Donc sur TikTok, moi je peux très bien, en tant que patron d'entreprise, et j'ai vu un créateur de jeux vidéo qui le faisait par exemple, je peux très bien avoir une présence en tant qu'entreprise, enfin en tant que créateur de l'entreprise, d'accord, fondateur de l'entreprise. Donc je vais avoir mon compte, je vais produire des vidéos régulièrement, je vais animer ce compte, je vais essayer de recruter en fait des abonnés, etc., etc. Donc ça c'est, je suis présent, je crée mon compte. Ça, c'est un premier mode de présence. Deuxième mode de présence, mon audience y est, ma cible y est, j'ai un produit pour les ados, je vais acheter de la pub. Troisième mode d'utilisation en fait de TikTok, c'est je fais des partenariats avec des influenceurs qui ont une communauté sur TikTok. C'est-à-dire oui, évidemment, je fais passer des influenceurs, bien sûr. Exactement, exactement. Je fais des opérations avec des influenceurs. Bien sûr. Alors autant personnellement, je trouve que investir TikTok en tant que fondateur d'une entreprise ou en tant qu'entreprise, donc créer, animer mon compte TikTok, moi je trouve ça très lourd à faire. Sauf si, toujours pareil, par rapport à nos critères, j'adore le média, j'adore me mettre en scène, j'ai plein de trucs à raconter via des vidéos courtes et sympas. Mais si je suis pas dans ce cas de figure-là, j'oublie en fait la création d'un compte. C'est très clair. Mais en revanche, je peux très bien me dire, est-ce que ça vaut le coup pour moi d'acheter de la publicité, ou bien est-ce que je peux travailler avec des influenceurs qui sont des TikTokers influents en fait. Sachant que la cible est quand même très jeune. Et donc évidemment, ça, c'est si ma cible d'entreprise, c'est une cible très jeune. Évidemment. Voilà, toujours pareil, on revient à la question fondamentale en fait, la première question. C'est évident. Voilà. Et alors Clubhouse, qui est le petit dernier, alors pour ceux qui connaissent pas du tout ce qui est possible, Clubhouse, on pourrait dire que c'est quoi? C'est des rooms, alors donc des salles de conférences en direct, pas enregistrées, sans images, et c'est que de l'audio. Et c'est que de l'audio en fait. Donc Clubhouse, il y a plusieurs choses à en dire. Donc il y a eu un effet d'engouement certain. En plus c'était sur invitation, donc ne pouvaient pas devenir membre de Clubhouse qui voulaient. Sur iPhone exclusivement en plus. Sur iPhone exclusivement. Donc iPhone c'est 25% du marché. Donc on laisse 75% du marché sur le côté et ça le reste. Pour le moment ils sont pas du tout prêts à lancer l'application sur Android. C'est plus CSP+ d'ailleurs peut-être. Parce que traditionnellement iPhone c'est CSP+. C'est ça. Voilà. Donc très concrètement Clubhouse déjà on n'est pas sur tout le marché. Alors Clubhouse on verra l'avenir de Clubhouse parce que déjà on a
certains experts en fait sont dubitatifs quant à la possibilité pour Clubhouse d'aller très très loin, tout simplement parce que la fonctionnalité phare de Clubhouse, qui est de pouvoir organiser ces groupes de discussion par mode audio, Twitter en fait a lancé quelque chose de similaire, ainsi qu'Instagram et Facebook. Donc comme toujours, quand il y a un nouveau réseau social qui émerge avec une fonctionnalité phare, les grands leaders, les grandes plateformes leaders essayent d'intégrer cette fonctionnalité. C'est ce qui s'était passé avec Snapchat et les stories qu'on retrouve maintenant partout, y compris sur Twitter et LinkedIn. En fait. D'accord. Donc il y a quand même un point d'interrogation sur est-ce que Clubhouse va être freiné en fait dans son développement ou pas, à cause de cette duplication en fait des fonctionnalités. Personnellement, je pense que et ça concerne très peu d'entre nous, mais si certains auditeurs sont très experts sur un sujet, n'ont pas forcément passé beaucoup de temps sur d'autres réseaux sociaux pour mettre en avant leur expertise, peut-être qu'il y a un coup à faire en fait sur Clubhouse maintenant. Pour organiser autour de thématiques en fait des rooms, des discussions, et être un peu le lead là-dessus, pourquoi pas. Ouais. Après un usage pour les entreprises, de manière très développée, je le vois pas forcément. En fait. Il y a pas de il y a pas de lien. Pas pour le moment. Ouais, c'est ça. Pas pour le moment, mais bon, à un moment, il va falloir. Alors, il parle maintenant de micro-paiement, qui serait un peu dans la même lignée que ce que fait Patreon, en fait, qui permet aux créateurs, puisqu'en fait, quand vous êtes de se rémunérer, donc avec un partage de revenus. Alors en plus, concrètement, le partage de revenus, il peut être fait au niveau de eux vont prendre une partie de la rémunération évidemment, et puis comme c'est Apple derrière, est-ce qu'il y aura un reversement en fait d'une partie des revenus à Apple également. Donc là on va voir comment ça évolue en fait dans les semaines et les mois qui viennent. Ça reste passionnant en tout cas. C'est un univers en mouvement permanent, donc on ne s'ennuie pas. C'est ça, exactement. Vous nous préparez un prochain livre, du coup, c'est très bien. Et on pourra vous inviter à nouveau, Valérie, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour cette interview, c'est toujours intéressant. Un vrai plaisir. Fin de cet épisode de Podcast Up. Retrouvez tous les autres numéros sur le site de upeduno.com, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Deezer, YouTube et consorts. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel invité.